Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Salut à toi qui as décidé de glisser un épisode de Filles Expat. Aujourd'hui, alors avant de te présenter mon invitée Yara, je vais lui poser une petite question bien précise. Est-ce que tu pourrais partager avec nous, Yara, quelle est l'idée la plus fausse ou la réaction la plus commune que les gens ont avec toi lorsque tu leur dis que tu as grandi en Syrie? Alors, d'habitude, ça tourne autour des stéréotypes sur les femmes syriennes qui peuvent être aussi parfois influencés par les perceptions générales aussi sur les femmes arabes orientales, mais aussi spécifiques du coup à la situation politique et sociale en Syrie. Donc, je te cite peut-être quelques thématiques générales. Par exemple, par rapport à la victimisation de la guerre, en fait, on les perçoit, ces femmes-là, ou moi par exemple, comme des victimes plutôt passives par rapport à la guerre et à la révolution, sans reconnaître forcément leur résilience ou leur capacité à faire face à ces défis-là. Et en fait, plutôt les réduire à des objets de pitié plutôt que reconnaître leur agence et leur résistance. Il y a aussi autre chose qui, moi, me frappe particulièrement, c'est le conservatisme culturel. En fait, on nous met toujours de ce côté-là. Et ces stéréotypes qui supposent, par exemple, que les femmes arabes sont conservatrices et de leurs valeurs, leurs pratiques, en fait, qui reflètent pas du tout la diversité des opinions ou des modes de vie au sein de la région en général et pas qu'en Syrie du coup. Et en fait, qui dénie en particulier la singularité comme chaque femme, qu'elle soit syrienne, arabe ou occidentale. Moi, à ce sujet-là, je voulais aussi te lire peut-être un passage d'un livre qui m'anime beaucoup et en fait qui date pas d'hier, mais qui pour moi est presque une bible pour la femme arabe et en fait une entrée pour savoir un petit peu où plonger dans la vie d'une femme arabe et en fait qui répond plutôt bien à cette question-là. Donc pour moi, les femmes arabes, c'est des funambules. Aucun nom ne décrit mieux les femmes arabes en ce moment de l'histoire, funambules suspendues dans les airs, entre ciel et terre, sur une corde tendue, entre misère et délivrance, sans le moindre filet de sécurité en dessous. Et pourtant nous voici des femmes arabes qui ouvrent la bouche, qui se défendent contre cette tendance croissante, qui s'installe pas dans le pseudo-confort, ni n'épargnent les autres, des femmes arabes qui disent non, des femmes arabes qui en un mot tentent de franchir le gouffre. Parviendrons-nous jamais de l'autre côté? Je vous préviendrai si cela arrive, je vous le promets. C'est un passage de la livre de Joumana Haddad qui s'intitule J'ai tué Scheherazade et pour moi, c'est vraiment la vraie Bible. J'en ai des frissons parce que ce que tu dis c'est triste, mais t'as vraiment mis des mots forts, je trouve, sur cette généralité qui est faite. Et d'ailleurs, je remercie Charlotte de nous avoir mis en relation aujourd'hui. Et j'espère vraiment qu'en te tendant le micro aujourd'hui, tu vas pouvoir peut-être casser quelques préjugés ou généralités qu'on a tous tendance un peu à faire parce que c'est un peu la facilité, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc merci à Charlotte et puis merci à toi surtout pour ce passage et pour avoir mis des mots très justes sur ce que tu ressens. Donc maintenant qu'on a un peu compris ce que tu ressens, faisons un petit retour en arrière. Yes. Déjà, disons à la communauté, à toutes les personnes qui nous écoutent, quel âge as-tu? Alors, j'ai 29 ans aujourd'hui. J'ai toujours tendance à à sentir que j'ai 25 ans, mais non, j'ai 29 ans. Donc voilà, Oui, tu vieillis comme je nous vieillis tous. comme tous. Voilà. Donc 29 ans et Yes. tu te trouves dans quelle ville? Je suis à Lyon, en France, depuis à peu près 10 ans maintenant. 10 ans, ok. Donc tu es partie aux alentours des 19 ans, si mes calculs sont bons, c'était assez facile. Mais avant ça, donc tu as grandi en Syrie. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton adolescence en Syrie? Mon adolescence en Syrie est tout à fait comparable avec l'adolescence d'une jeune femme ou d'une adolescente en France aujourd'hui, sachant que en Syrie, moi, je viens d'une classe plutôt moyenne aisée et donc en fait, je vivais dans cette bulle qui est un peu détachée aussi du monde et de la majorité de la société en Syrie, chose dont je me rendais pas compte quand je vivais là-bas, mais sur laquelle j'ai un plus grand aperçu aujourd'hui.
Et donc, c'est pour ça que mon adolescence est tout à fait comparable à l'adolescence d'une jeune femme occidentale. Ça veut dire le lycée, le petit copain, les sorties avec les potes, les fêtes sans fin, voilà, les bêtises et tout ce qui vient avec. Mais voilà, enfin, ça fait aussi en fait partie des questions qui me frappent à chaque fois. Enfin, depuis mon arrivée en France, qui me frappait à chaque fois, on me les demandait parce que je comprenais pas pourquoi on me demandait ça en fait. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en Syrie, parce qu'on ne sait pas comment on vit, etc. Et du coup, voilà. Mais je pense que, comme je t'ai dit, enfin, aujourd'hui, j'ai appris que l'adolescence que moi j'ai vécue en Syrie était hyper privilégiée par rapport aux autres. Et c'est quelque chose dont j'ai énormément conscience et que j'apprécie tout en particulier parce que c'est aussi mon vécu et que j'ai adoré vivre, disons, mais qui aussi me rappelle le privilège énorme aussi que j'ai pu vivre dans mon pays, quoi. On se rend pas compte de ça quand on est jeune, Non. tous. Non. Je pense que, comme tu l'as dit, on est plus préoccupé par les petits copains, par les sorties en discothèque, faire la fête, etc. Exactement. Sans se rendre compte que c'est pas le cas pour tout le monde. Et qu'est-ce qui a fait que, à l'âge de 19 ans, tu es partie de la Syrie? Alors moi, ça fait 10 ans que je suis en France, mais ça veut dire que je suis sortie 2 ans à peu près avant et j'ai quitté donc la Syrie à 17 ans, juste après mon bac et c'est le début de la révolution syrienne qui nous a fait partir et notamment des nombreux bombardements qui frappaient la capitale Damas où je vivais et qui frappaient particulièrement en fait les universités. Et en fait, vu que je devenais universitaire, en fait, ma maman s'inquiétait beaucoup par rapport à notre avenir en Syrie. Et voilà, vu que mon père voyageait beaucoup en dehors de la Syrie, ma maman, elle craignait beaucoup de se retrouver seule avec 2 jeunes femmes, moi et ma sœur, qui vivons pleinement notre liberté et en fait qu'elle voulait pas restreindre non plus. Donc, elle a pris la décision de rejoindre mon père à l'extérieur et de nous faire voyager ou nous faire quitter notre chère Syrie. Est-ce que tu te souviens de cette conversation que tu as eue avec peut-être ta maman ou avec tes parents et avec ta sœur? Alors, je pense qu'il n'y a pas eu forcément de conversation marquante, mais on le savait, plus ou moins, moi et ma sœur, on parle beaucoup en famille. Et en fait, je pense qu'on a aidé aussi mes parents beaucoup à prendre cette décision et à les rassurer. Même si, moi, j'avoue que en partant de la Syrie, je me sentais aussi un peu arrachée de mes racines. Je me sentais un peu abandonnée, cette vie de jeune fille dont je rêvais tant. Et en fait, que j'allais vivre au moment instantané maintenant. Et en fait, que je me voyais privée de tout ça, de toute cette expérience-là. Mais enfin, je le comprenais et en fait, je voyais la nécessité de quitter la Syrie pour mon propre bien et aussi pour la tranquillité de mes parents et pour aussi la poursuite de notre vie familiale en tant que famille et voilà. Est-ce qu'autour de toi, tu avais des amis ou des cousins, des cousines qui partaient également ou est-ce que c'était vraiment, tu te sentais vraiment la seule à quitter tout ça? Alors, il y a mes cousins, mais qui étaient beaucoup plus jeunes, qui étaient déjà partis. Mais en fait, nos expériences et nos vécus n'étaient pas du tout comparables puisque eux, ils étaient assez jeunes. Ça veut dire, mon cousin, il avait quoi? Il avait 12 ans. Et en fait, il se retrouvait pas à un moment hyper charnière de sa vie ou à une transition hyper importante. Et il s'en rendait pas compte forcément de tout ça. Donc, il n'y avait pas forcément un dialogue sur cette expérience-là avec mes cousins. Ou sinon, j'avais des cousins qui restaient en Syrie et qui étaient beaucoup plus âgés et qui étaient dans une autre partie, dans une autre ville en Syrie, plutôt sur la côte où il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Enfin, c'est une région qui n'a pas été beaucoup touchée par la guerre civile et la révolution, en tout cas. Et donc tu disais que ta maman, et toi et ta sœur, vous alliez rejoindre votre père. Ou dans quel pays vous alliez le rejoindre? Alors, on va rejoindre mon père en Algérie, le pays dans lequel il travaillait depuis un bout de temps. Quelques années, voilà, et en fait un pays qu'on connaissait déjà puisqu'on allait le visiter des fois en été. Pour nous, c'était plutôt une étape où, par exemple pour ma mère, chose que j'ai appris plus tard, c'était on allait le rejoindre que pour un été, par exemple, et en fait elle se voyait revenir parce qu'elle était tellement sûre que ça allait se régler en Syrie et en fait qu'on allait revenir, etc. Et en fait, pas du tout. On est resté en Algérie à peu près 1 an où ma sœur a fait son bac
elle-même et moi, j'ai fait ma première année d'université. Est-ce que tu te souviens de cette installation en Algérie qui au début était temporaire et finalement qui s'est rallongée? Est-ce que ça a été assez facile pour vous? Pas du tout facile, puisqu'on a rejoint mon père donc dans son lieu de travail, en fait, qui était un complexe de laboratoires dentaires et de cliniques dentaires où il y avait aussi des logements, donc des hébergements. En fait, c'était un lieu de travail et où lui, il avait son hébergement puisque il retournait et c'était plutôt pratique qu'il reste là. Donc nous, on est arrivés, il y avait, enfin, l'espace était plutôt confortable, etc. Mais c'était plutôt loin de la ville, pas le lieu propice aux rencontres sociaux ou aux rencontres avec d'autres gens qui nous ressemblaient ou qui étaient de notre âge. Donc on était plutôt dans cette ambiance de travail de mon père, de son quotidienneté, etc. Puisqu'on est arrivé en été, bien sûr. Après, en hiver, c'est là où on déménage pour s'approcher de l'école de ma sœur et où moi, je me rapproche aussi de l'université où je vais faire plutôt un semestre d'études. Tu disais l'endroit où vous étiez excentré avec ton Oui, papa. Enfin, j'ai du mal à imaginer, il y avait quand même des restaurants, il y avait des magasins, ou est-ce que c'était... oui, alors c'était la banlieue d'Alger. Et du coup, c'était un Ok. endroit où il n'y avait pas énormément de choses. Non, on était plutôt pas loin de la mer. Du coup, il y avait la plage, etc. Mais il n'y avait pas trop de restos, de magasins. Enfin, du coup, quand on sortait, en fait, on allait en ville. Donc, on allait à Alger. Et après, on déménage à Alger à partir de septembre pour la rentrée scolaire. Et cette rentrée scolaire, est-ce que tu l'appréhendais un petit peu ou est-ce que c'était quelque chose de... T'étais passionné par ce que t'allais faire et donc t'étais plutôt excitée de commencer? Pas du tout. C'est quelque chose que j'appréhendais énormément puisque, en fait, à ce moment, en arrivant en Algérie, j'apprends aussi que les choses pour les procédures administratives pour les Syriens commencent à être plus ou moins compliquées et même pour les universitaires donc. Et ça commence par l'équivalence de mon baccalauréat qui était apparemment non reconnu en Algérie, même si c'est un pays arabe. Et en fait, j'ai dû me lancer dans pas mal de procédures. Mon père a dû aussi, enfin, de son côté, solliciter pas mal de connaissances, de pistons, si on peut dire, pour que je puisse avoir cette équivalence. Et en fait, ce qui m'a beaucoup travaillé, puisque j'ai pas pu intégrer l'université tout de suite avec tout le monde, donc ça veut dire à la rentrée en septembre, j'ai dû attendre un petit peu pour avoir cette équivalence et donc j'ai pas pu faire la rentrée avec tout le monde. Enfin, arriver en première année avec tout le monde ne se connaît pas. Et en fait, j'étais arrivée un petit peu comme cette étrangère, une vraie étrangère, un peu au milieu du premier semestre. Et donc, ça n'a pas du tout facilité la chose pour moi. Ça devait vraiment pas être une période facile pour toi parce que déjà tu te sentais déraciné de cette vie à Damas qui te plaisait pour en plus intégrer un pays qui te facilitait pas la vie à pouvoir poursuivre tes études. Est-ce que tu penses que ça a été un peu traumatisant comme expérience? Alors, oui, je t'avoue que je m'étais jamais confrontée à ça, enfin, aux procédures administratives, etc. Et là, le fait que, en fait, j'avais pas d'amis, j'étais à la maison et j'étais en attente en fait, de cette équivalence pour pouvoir commencer mon université, alors que j'avais plein de news de mes copains, copines qui étaient à Damas ou ailleurs et en fait qui commençaient leurs études universitaires. J'étais un peu frustrée. C'était pas du tout facile à vivre. Et d'autant plus, même en intégrant l'université en première année, j'étais tellement contente déjà de pouvoir le faire. Et en fait, je commençais aussi à me rendre compte de ce privilège que j'avais quand j'étais dans mon propre pays. Et en fait, mon dépaysement n'a pas aussi été facile vu que je parlais pas du tout le dialecte algérien. Enfin, enfin, ça compliquait aussi la chose. Ça veut dire que j'imaginais que, enfin, allez, je suis dans un pays arabe, je vais parler l'arabe, ça va aller, enfin, il y aura pas trop de complexité, etc. Mais non, en fait. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que en rentrant à l'université, on me posait tout de suite la question: «Ah, tu viens d'où? Ah, t'as un accent. Ah, mais t'es hyper blanche.» Et en fait, c'est des questions que j'ai vraiment beaucoup appréhendées. On me posait aussi des questions par rapport à ma religion, alors que j'ai jamais été confrontée à ça.
en Syrie. Et en fait, c'est des choses qui m'ont fait vivre cette vie d'exilé, disons, ou qu'ils ont commencé ils m'ont fait réaliser que je devenais une exilée ou que j'étais plus dans mon propre pays. Enfin, voilà. Et c'était pas du tout facile à vivre. Et en fait, je me retrouvais aussi rejetée des fois par rapport à cette excentrité pour les jeunes de l'université. Ça veut dire, ben, ah, c'est une femme qui est occidentale, enfin, pardon, c'est une femme arabe, mais en fait, qui parle pas du tout la même langue que nous, qui n'est pas forcément de la même appartenance religieuse, alors que, en fait, ils voyaient la barrière, alors que moi, je la voyais pas. Et donc, c'est quelque chose qui me blessait aussi beaucoup à plein de fois. Et en fait, je comprenais pas ces freins face Mhm. à mon intégration. Et donc, voilà, ça n'a pas été forcément très facile. Est-ce que c'était pareil pour ta sœur? Alors, pour ma sœur, pas du tout, parce que mes parents, enfin, elle avait beaucoup plus de le choix, et mes parents ont aussi eu le soin de chercher une école où, enfin, elle pourrait se sentir bien. Ça veut dire une école privée où il y avait le programme en arabe, mais aussi en français. Ils sont allés plutôt beaucoup parler avec la direction de l'école, les profs, etc. Et donc, elle se retrouvait, en fait, elle a quitté ce milieu privilégié pour aller aussi dans un milieu qui était assez privilégié. Et en fait, ça lui a pas fait beaucoup de changements. Les jeunes, ils l'acceptaient beaucoup plus. Et voilà, en fait, elle trouvait les similarités avec le milieu dans lequel on vivait en Syrie. Donc, non, enfin, ça a été plutôt une belle année pour elle, dont elle garde de bons souvenirs. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre vraiment que le choix de l'école, parce que je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont des mamans ou des papas et qui se posent la question mais comment mon enfant va s'intégrer, et je pense que le choix de l'école est très important parce que comme tu l'as très bien expliqué, c'est si on est dans une école où on est entouré d'étrangers en fait, du coup on se Mm, comprend parce qu'on est tous mm, mm. étrangers dans ce pays, alors que si on arrive dans une école, on va dire un peu plus publique, un peu plus locale, les personnes ne sont pas forcément confrontées, ou en tout cas ils sont pas souvent en contact avec des personnes étrangères. Et c'est vrai qu'ils aiment bien nous faire cette petite piqûre de rappel à chaque Oui, fois. Ah, t'as un accent, tu viens mm, d'où? ouais, Et c'est vrai que des fois on en a marre de répondre à cette question, on a envie juste d'être là et de vivre sa vie ouais. normalement en fait. Alors que en fait, c'est ça, c'est parce que je parlais quand même en arabe, donc je comprenais pas. J'étais en mode, mais en fait, je parle en arabe, comment ça, j'ai un accent? C'était pas par rapport à une langue étrangère, par exemple, j'allais accepter beaucoup mieux, par exemple, enfin, le français ou l'anglais. Là, je sais que j'ai un accent, et c'est comme ça, enfin, tant pis, tu vois. Mais par rapport à ma langue maternelle, on me dit que j'ai un accent, ben là, c'était pas facile, quoi, à entendre. Donc, ouais. Tu sais que j'ai 37 ans. Si je parle anglais, on me dit que j'ai un accent. Un accent, si je parle en français, on me dit que j'ai un accent. Je ne peux plus parler Oui, sans qu'on me demande d'où oui, vient ton oui. accent. Mais voilà. Et bon, enfin, après, enfin voilà, pour moi, en Algérie, la langue, ça a été vraiment une barrière, puisque même quand j'ai fait des tentatives pour pratiquer la vie au quotidien comme tout le monde, et typiquement bah, de prendre le bus, et ça n'a pas été facile parce qu'en fait, dès que j'ouvrais ma bouche, eh ben, on me demandait: «Ah, tu viens de Syrie? Ah, mais tu parles comme dans les feuilletons en Syrie», et en fait, on m'harcelait dans le bus. Ça veut dire que je pouvais pas, je me sentais en fait, vraiment dès que j'ouvrais ma bouche, je me sentais sollicitée, mais de partout. Et c'était vraiment, comment dire, enfin, je pense qu'il y a un mot en anglais qui le décrit vraiment, c'est I was overwhelmed, enfin vraiment Mhm. de ces sollicitations. Et en fait, à un moment, j'ai décidé de ne plus parler. Ça veut dire que je tendais les 5 balles au chauffeur du bus pour avoir mon ticket. Et après, j'allais me trouver un endroit pour m'asseoir, et j'étais beaucoup plus tranquille. Et après, ben, j'ai compris pourquoi, etc. Et en fait, eh ben, mon vécu aussi en Algérie, ce que je veux surtout souligner, c'est que mon vécu en Algérie et mon expérience n'est pas du tout une expérience à généraliser, puisque voilà, je me retrouvais aussi dans une étape de ma vie où
où j'étais adolescente, arrachée de mon propre pays et d'une expérience que j'attendais tellement à vivre. Ça veut dire cette vie de jeune femme indépendante, universitaire, qui commence à découvrir ce monde hyper libre, etc. en Syrie. Et en fait, j'étais confrontée à autre chose en Algérie. Et en fait, j'avais pas forcément un entourage qui m'aidait en fait à connaître plus la ville, à connaître beaucoup plus des habitudes sociales, à sortir, à me renseigner les bons endroits pour sortir entre jeunes, etc. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est peut-être pas une expérience à généraliser et à prendre en compte. Enfin voilà, quand on a peut-être en tête d'aller vivre en Algérie ou de voyager en Algérie. Je sais que les choses ont beaucoup évolué et enfin le monde est tellement bien fait qu'aujourd'hui en fait j'ai des amis en France, à Lyon, et en fait j'aurais pu croiser en fait en Algérie quand j'étais là-bas, et en fait qu'ils ont fait le même parcours que moi, ou qu'ils ont intégré la même université dans laquelle j'étais. Donc c'est tellement marrant parce qu'on parle de tellement de trucs Mhm. et on confronte ces deux visions. Et en fait, je me rendais compte qu'en fait, il y avait beaucoup de vie pour ces jeunes femmes et jeunes hommes qui débutaient leurs universités, et plutôt une vie chouette qui était beaucoup plus underground, mais voilà, auquel moi j'avais pas accès puisque j'avais pas les bonnes ressources ou les bons tuyaux pour avoir accès. Voilà. Mhm. Oui, puis pour ta défense, à l'époque, on n'avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui, hein. Oui, exactement. Et ça veut dire, enfin, il y a bien 11 ans de ça, donc les choses évoluent bien, bien évidemment. Et ensuite, donc l'Algérie, ça a duré qu'un an. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que vous êtes parti suite à cette Oui, alors expérience? moi, enfin, du fait de mon mal-être et enfin, pour moi, pour nous, quand on est arrivé en Algérie, c'était qu'une étape, c'était qu'une étape de transition, puisque ben, je voulais aller faire des études à l'étranger, soi-disant ben, aux États-Unis, mais j'ai vu mon visa refusé tout de suite, puisque pareil, j'étais pas de là, mes parents n'avaient pas de patrimoine en Algérie, leur compte bancaire, ben, ils n'étaient pas hyper vieux, enfin, ils n'étaient pas de hyper longtemps, donc pour eux, il y avait pas forcément les bons moyens et la bonne, comment dire, enfin, j'étais Mhm. pas éligible à aller faire mes études aux États-Unis. Donc voilà, ça c'était la piste qui a été très vite mis de côté. Après, ben, pour mes parents, vu que eux, ils ont fait leurs études en France, ils ont vécu à Paris pendant 10 ans, bah, ils nous ont proposé d'aller faire nos études en France. Et puisque ben, c'était plus ou moins facile, enfin, l'Algérie était plus ou moins une porte facile pour accéder à la France, ben, on s'est dit, allez, on va faire ça. Chose qui n'était pas facile non plus, puisqu'on n'était pas du tout prioritaire par rapport à tous les Algériens, Algériennes qui voulaient aller faire leurs études en France, et par rapport aussi à notre niveau de langue en français qui n'était pas ouf, parce que, oui, je tiens à préciser que de base, je suis plutôt anglophone. Donc, mon apprentissage du français ben, a commencé réellement quand j'étais arrivée à Alger. Et du coup, ben voilà, c'était hyper long. Enfin, j'ai eu le bon niveau pour pouvoir accéder à la procédure de candidater à des universités françaises, mais forcément, ben avec tout ce qui venait à côté. Pareil, le fait que j'étais syrienne, donc pas du tout prioritaire. Madame, enfin voilà, par rapport aux grèves aussi, où le bureau de visa, je pense le TLS, était aussi en grève à ce moment-là. Donc c'était pas non Les fameuses plus, grèves c'est françaises. ça. Donc ça facilitait pas non plus la donne pour que je puisse intégrer voilà l'université à la rentrée prochaine. Donc voilà, mes parents. Mon père a eu une opportunité pour aller travailler au Brésil, à Sao Paulo, et en fait, ben, pour moi, c'était une porte de sortie d'Algérie, donc j'ai été très contente. Donc après, on quitte l'Algérie après que ma sœur termine son bac, et on s'envole pour Sao Paulo. Et là, encore un nouveau pays et une nouvelle langue. Exactement, et là que je connaissais pas du tout. Et en fait, là, je suis enfin, je vais peut-être me concentrer aussi sur mon parcours universitaire à Sao Paulo. Là, j'arrive et en fait, j'avais un peu quand même fait des recherches par rapport à Sao Paulo, à ses universités, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y a quand même l'une des universités les plus réputées de l'Amérique du Sud, donc l'USP.
l'université de Sao Paulo, qui était assez réputée aussi pour son parcours en architecture, etc. Et donc j'étais ravie. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'architectes hyper célèbres qui avaient fait leurs études là-bas, des figures de proue que moi j'adorais, je kiffais. Et en fait, ben, ça m'a emballé tout de suite. Par contre, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi passer un concours international, enfin un national pour intégrer ces universités et que les places étaient hyper limitées. Mais qu'il y avait aussi une petite sortie de ça, un un cursus spécial et en fait où on laissait les étudiants faire un an de cours un peu partout dans l'université pour découvrir et être sûr de leur orientation, de leur voie professionnelle. Et en fait, on pouvait prendre des cours pendant un an et après faire ce fameux concours national pour intégrer l'USPI. Donc, ce que j'ai commencé à faire, mais en même temps et simultanément, on a repris la démarche pour commencer à candidater à des universités françaises, puisque voilà, enfin, ça restait quand même un objectif pour nous avec ma sœur. Et donc, on obtient notre visa hyper rapidement. Donc, avec le décalage des saisons, ça veut dire on est parti d'Algérie en été, on est arrivé en hiver. Il fallait attendre que l'année universitaire se finisse au Brésil, passer l'été et après refaire la rentrée en hiver. Donc, on a à peu près fait un semestre. Et après, on a eu nos visas et on a rejoint la France en octobre 2014 pour la rentrée scolaire. Du coup, est-ce que t'as dû apprendre le portugais quand même pendant cette courte période au Brésil? Alors, j'ai un peu appris le portugais, ouais, enfin oui, j'ai appris le portugais. À la fin, on le parlait, enfin, je le parlais, je me débrouillais pas mal. Je le parlais pas bien, mais je me débrouillais pas mal. Et ouais. Et ma sœur, elle parlait hyper bien puisqu'elle avait pris, enfin, elle avait pris des cours d'espagnol quand elle était en Syrie, à Damas, au Cervantes. Et du coup, ben, c'est une langue qu'elle a appris hyper rapidement avec aise. Et du coup, elle m'a beaucoup aidé aussi à avoir des notions, etc. Voilà. Et donc, ce petit court période au Brésil et ensuite, donc la France, est-ce que là, vos parents allaient venir avec vous en France ou est-ce que c'était uniquement toi et ta sœur? Alors non, mais mon père comptait bien finir son contrat au Brésil. Mes parents, ils étaient plutôt contents à Sao Paulo. Ils comptaient quand même, enfin, ils prévoyaient peut-être de nous rejoindre en France après. Mais du coup, pas tout de suite. Donc, nous, on est arrivé en France, on s'est installé à Lyon, on a commencé chacune de son côté nos cursus universitaires. Mes parents sont venus plusieurs fois nous rendre visite et à la fin du contrat de mon père à Sao Paulo, ils nous ont rejoints en France, effectivement. Toi qui voulais ton indépendance, là, tu l'avais totalement. Ouais, Est-ce que c'est ça. ça vous a attristé est-ce que ça vous a attristé cette séparation ou est-ce que c'est quelque chose que vous voyez plutôt comme une opportunité et justement un peu de liberté? Ben, au début, c'est quelque chose qui m'attristait beaucoup puisque ben, pendant les 2 dernières années, on était accolés à mes parents, on était tout le temps ensemble et en fait, on vivait cet exil ensemble. Donc, c'était la première fois où nous, on quittait, enfin, on était hyper contentes déjà de pouvoir venir en France pour vraiment suivre le cursus qu'on avait bien choisi, qu'on voulait faire, etc. Mais c'était pas facile, enfin, de se retrouver aussi dans un pays toute seule, à se débrouiller toute seule au début et puis ben, à vivre cette séparation aussi en exil. Et enfin, Mhm. sachant aussi que nos parents, ils étaient un peu seuls aussi dans un pays étranger. Donc voilà, c'est vrai qu'ils étaient bien entourés, ils avaient plein de potes, de la famille plutôt éloignée, etc. Mais on s'inquiète quand même par rapport au vécu, à la vie quotidienne quand on n'est pas dans son propre pays. Voilà. Enfin, c'était pas surtout par rapport Mhm. à l'inconnu en fait qui pouvait soit nous attendre à nous en France ou à eux à Sao Paulo et au fait qu'on était séparés de milliers de kilomètres. Voilà. Donc là, c'est le troisième pays où tu débarques et tu dois encore une fois te réintégrer. Est-ce que tu dirais que pour toi, ça a été un petit peu plus facile ou les challenges ont toujours été les mêmes et ça a été toujours plutôt Alors fatigant? pour moi, la France c'est assez particulier. Non, c'était
beaucoup plus facile puisque je sais, enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas peut-être abordé auparavant, mais en fait, moi et ma sœur, on s'est toujours ressenti un peu comme un entre-deux, partagé d'un côté d'une éducation un peu imprégnée de ces influences occidentales et notamment francophones de la part de la famille maternelle, qui nous faisait aussi sentir quelque peu étrangères en fait à notre propre culture syrienne. Et d'un autre côté, ben, en France, en étant syrienne, ben, bien sûr que, en fait, parfois, je me suis sentie jugée, confrontée à des stéréotypes, enfin, que j'ai abordés au début de l'épisode, dont beaucoup d'entre nous, enfin, entre nous, femmes arabes, ben, ressentent en arrivant en France. Et en fait, il m'est même des fois arrivé d'être réduite à des généralités ou infantilisée. Mais voilà, enfin, en fait, moi, la culture française m'a plutôt bercée quand j'étais petite, puisque ma mère est de famille francophone, donc tous mes cousins, cousines, ils parlaient le français entre eux. Nous, mes parents, en arrivant, enfin, en débarquant en Syrie, ils ont choisi de nous faire intégrer des écoles plutôt anglophones puisque c'était la tendance en Syrie. Mais ça n'empêche pas que pendant les réunions familiaux, etc., surtout avec le côté maternel de ma maman, ben, on était toujours entourés de ma mère, mes tantes qui parlaient en français, mes cousins, cousines qui se moquaient des fois de nous du fait qu'on ne parlait pas le français. Mais en fait, on l'entendait toujours. Mes parents, ils suivaient toujours les télés françaises à la maison. Enfin, ma mère, voilà. Enfin, en fait, vu que mes parents, ils ont vécu 10 ans en France et après ils sont rentrés en Syrie, du coup, cette culture n'était pas du tout loin de nous. Et enfin, même du côté familial, ben, moi, enfin, et aussi du fait que la Syrie soit aussi quand même rapprochée et influencée de la culture française, enfin, vu le mandat français qui a quand même duré 25 ans en Syrie. En fait, ma famille maternelle, en fait, et ma grand-mère, par exemple, c'était l'une des familles qui étaient beaucoup influencées par ce mandat-là. Et en fait, typiquement, ma grand-mère, elle parlait l'arabe, mais elle l'écrivait difficilement. En fait, elle avait fait ses écoles chez les franciscaines, etc. Et du coup, enfin, cette culture française est restée un peu dans la famille. Et donc, c'était un peu moins étrange. C'était un autre type d'intégration, disons. Oui, et puis là en plus, tu pouvais, comme tu l'as dit, intégrer une école que tu avais choisie, Mm. des études que tu avais choisies. Donc j'imagine que ça devait être aussi avoir un côté un petit peu rassurant Mhm. d'avoir enfin atteint cet objectif que tu attendais quand même depuis un petit moment. Ouais, complètement. Donc là, j'intègre finalement une école d'architecture pour faire mes études pendant 5 ans en France, avec une petite escale quand même en Angleterre pendant mon Erasmus. Mais voilà. Donc Elle ne s'arrête pas, non. elle ne s'arrête pas. Mais du coup là, est-ce que tu as pu reprendre les sorties, les amis, Ah les ouais, discothèques? complètement. Oui, oui, complètement. Enfin, alors oui, j'étais quand même une étudiante hyper studieuse et en fait, vu que je pense que j'en ai un peu souffert de ce changement de pays, etc., je me sentais hyper bien de pouvoir me stabiliser en France et d'intégrer un parcours déjà pour 5 ans. Donc, c'était une perspective déjà hyper rassurante pour moi. Donc, j'étais hyper focus quand même sur mes études. Donc, je sortais, etc. Mais du fait que les études d'architecture, c'est pas non plus des études hyper données. Enfin, il faut quand même persévérer beaucoup, enfin, s'y mettre, etc. Donc, oui, je sortais, mais dans la limite du possible. Et en fait, disons que j'étais moins rebelle que je le pensais, en tout cas pendant mes études. Bon, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, tu as réussi ces études et tu as un très bon travail dans l'architecture. Oui, oui, oui. Donc, on avait échangé avant de faire Mm. l'enregistrement. Donc, je sais que tu as quand même eu une petite crise d'identité à un moment Mhm. donné. Est-ce que tu voudrais nous en parler, nous dire comment ça a arrivé, quelles sont les premières questions que tu t'es posées et comment tu as affronté ce challenge? Comme je t'ai dit, donc lorsque je suis arrivée en France, je n'avais pas toujours conscience du privilège dont je bénéficiais, donc celui d'arriver avec un statut administratif aussi par rapport aux autres, je veux dire, déjà défini, me permettant de m'engager dans mes études, dans une routine hyper productive dans les études aussi, et autre part, enfin, dans la vie associative, etc. Et sans être forcément tributaire d'une validation administrative, par exemple.
euh, comparant à des gens qui arrivent pour demander le statut de réfugié ou la demande d'asile. Je me suis également plongée dans un processus donc d'intégration et en fait, je me suis efforcée de m'adapter aux us et coutumes françaises, même si je les connaissais plus ou moins, vu que j'avais cette culture du côté familial. Mais je me suis oubliée dans mes études et je me suis appliquée énormément là-dedans. Et je me suis venue presque à me forger une seconde identité que j'ai fini par assumer pleinement, loin des complexes sociaux auxquels j'avais été confrontée en Syrie, ben, notamment en tant que femme. J'avais trouvé ben, un échappatoire en France, en fait, pour vivre cette identité, cette liberté et cette vie de femme ben, pleinement. Et en fait, avec le temps, j'ai ressenti le besoin et le manque de ma propre identité syrienne, ou plutôt d'une nostalgie en fait de ma culture aussi. Elle était là en moi, mais plutôt en hibernation, et j'avais envie en fait de l'accueillir pleinement, de la redécouvrir et de l'apprivoiser. Elle a fini par refaire surface pour cohabiter avec une autre identité désormais qui était prégnante pour moi, cette identité occidentale. Et c'est aussi au sommet de ma démarche, de cette démarche en fait, et c'est le moment où la Syrie a été frappée par le séisme et en fait où j'ai ressenti le séisme du 6 février et en fait où j'ai ressenti ce besoin d'humaniser mon rapport de réhumaniser peut-être mon rapport par rapport à la Syrie avec laquelle j'ai pris tellement de distance, soit par rapport à ce pays mais aussi par rapport à cette identité. Et donc, après ces dégâts-là, que ce soit sur le patrimoine matériel ou vivant, ben, je me suis rendu compte que de la grande fragilité de ce qui nous restait en fait du pays après 10 ans de révolution qui essayait de se relancer sans cesse, de destruction, de inhumanisation aussi de la Syrie dans tous les discours médiatiques, etc. Et en fait, à l'intérieur de moi, j'ai voulu dire stop à cette politisation aussi de la Syrie, à cette image qu'on revoyait de ce désastre et cette tragédie infinie en fait. Et à cette image de terreur que l'on projetait tout le temps et sans cesse. Et donc, j'ai voulu me rappeler à la douceur, à faire place en fait pour cette identité, cette culture en moi et en fait pour qu'elle puisse perdurer et en fait cohabiter avec mon identité occidentale. C'est à ce carrefour-là où j'ai rencontré pas mal de Syriens aussi en fait et qui m'ont rapidement aussi qui m'ont aidé en fait à me rappeler de la richesse de la Syrie en fait qui m'ont fait rencontrer la vraie Syrie et la diversité en fait des villes, des civilisations, enfin de nos cultures et en fait que j'ignorais totalement puisque j'étais moi-même, enfin je vivais dans cette petite bulle de privilèges à Damas, dans ma petite capitale. Je fréquentais que des amis qui étaient du même milieu, etc. Et en fait, aussi en tant qu'adolescente, ben, j'ai quitté le pays hyper jeune, donc j'ai pas pu m'ouvrir à la vie plutôt publique et en fait à l'université qui rassemblait du monde qui venait un peu de tout le monde, de partout, pardon, en Syrie. Et donc, ben, j'ai fait cette rencontre de cette société-là et de ce monde-là ben, en France à ce moment-là. Et en fait, c'est absurde, mais en fait, c'est la tragédie de ce séisme qui nous a fait, enfin, qui nous a réunis et c'est du pur hasard, hein. Mais ben, j'avais tellement envie aussi de me faire une place parmi ces personnes-là et d'aller les découvrir. Et en fait, je me sentais redécouvrir mon pays à travers eux. Et j'adorais en fait cette démarche-là, j'adorais être avec eux. Et en fait, je me rendais compte de plus en plus que, ah tiens, c'est quelque chose qui me fait tellement du bien en fait de me reconnecter avec mon pays, ma culture. Et j'ai voulu juste que ça perdure et en fait j'ai voulu qu'on fasse un truc ensemble par rapport à ça. Mhm. Et donc entre autres j'ai rencontré une personne, donc une fille qui s'appelle Naram.
et avec qui on a tout de suite, enfin, on avait des échanges par rapport à cette question-là, et avec qui on a eu l'idée donc de fonder un collectif culturel, le collectif Shukran. Au début, on était entouré avec, enfin, d'autres Syriens, d'autres amis, et on a formulé une réponse d'urgence au début, ben, face à ce séisme, et on a contribué humblement à notre échelle, mais ensuite on a eu, enfin, on vit aussi de travailler des objectifs à d'autres échelles, notamment culturelles. Et en fait, on a voulu, comme je t'ai dit, ben, moi, je suis quelqu'un qui a des positions politiques aussi assez assumées, etc. Mais avec les discussions et à la croisée de nos divergences, moi, j'ai eu envie, et aussi je partageais cet avis avec Naram, de dire, ben, vas-y, on s'efforce toutes les deux et on va forcer un peu, enfin, c'est un peu forcé, je le dis, de mettre cette politisation de notre pays de côté pour parler de choses qui nous animent tous et en fait qui sont plus ou moins communs entre nous. C'est notre culture, c'est notre patrimoine, la richesse de notre patrimoine, et on va essayer de fabriquer en fait ce socle culturel duquel on se nourrit tous, et en fait duquel ben, on laisse nos divergences de côté, et en fait on vient se réunir pour faire la fête, pour s'amuser, pour manger, etc. Et donc voilà, le collectif Shukran qui entretient et célèbre notre héritage culturel et immatériel, enfin c'est notre objectif. Et en fait, on a souhaité créer cet espace empreint d'expression et de bienveillance pour accueillir les Syriens en exil, et qui met en lumière aussi la culture levantine dans toute sa diversité et sa splendeur. C'est super intéressant ce que tu racontes parce que moi j'adore de voir comment déjà t'as réussi à tourner. Bon, tu dis que t'as dit c'est stupide. Moi je trouve que c'est pas du tout stupide parce que c'est souvent justement dans la détresse ou dans l'urgence et ben qu'il y a des choses qui émergent. C'est vrai que c'est triste c'est triste d'attendre ces moments un peu traumatisants, mais je trouve que justement t'en as fait une force. T'as réussi à en créer quelque chose de très beau. T'as fait des belles rencontres. Et du coup, si je me trompe pas, enfin corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que ce collectif, il est ouvert à tous justement aussi, par exemple, si une personne française à Lyon s'intéresse à la culture syrienne, j'imagine qu'ils sont aussi les bienvenus dans votre collectif. Exactement. Bah, en fait, au début, on a commencé avec cet appel d'urgence, et on avait en tête un seul truc, c'est de sensibiliser. En fait, c'est de casser cette image qu'on renvoyait déjà dans les médias par rapport à ce qui se passe en Syrie. Et en fait, c'est de donner des témoignages vivants depuis Alep, par exemple, ou depuis d'autres villes, Idlib, depuis Latakia, Jablé, etc. Et en fait, on essaye d'inviter des gens, enfin, par visio, pour parler de ce qui se passe sur place. Et en fait, et le but, c'était de sensibiliser d'abord la société locale, donc à Lyon, par rapport à cette question-là. Et en fait, ensuite, ça, c'est par rapport à la réponse d'urgence qu'on a fait au séisme, mais plus tard, c'était de sensibiliser aussi par rapport à notre culture. C'était de dire, ben, venez, on met cette image qu'on envoie de la Syrie tragique, etc., de côté, et en fait, on vous fait voyager à travers notre culture, notre héritage historique, patrimonial, culturel, etc. Et aussi, enfin, en fait, c'était là, on parle des Syriens, on parle de la société d'accueil, donc de Lyon, par évidence. Mais aussi, enfin, on a tout de suite compris qu'il y avait en fait que plein d'autres communautés arabes adhéraient au collectif et aux événements qu'on faisait. Et en fait, on a voulu aussi ouvrir le collectif à ces communautés. Et en fait, à dire, ben, aujourd'hui, ben, on est une toute petite communauté arabe sur Lyon. Ça sert à rien de définir et de limiter ça aux Syriens. Ben, nous, ça nous fait aussi découvrir d'autres cultures arabes, etc. Et donc, le but est devenu de sensibiliser aux cultures arabes dans toute leur splendeur et dans toute leur diversité. Enfin, notamment là, on Mhm. fait un festival le 24, le 25 février qui s'appelle Baladi, un voyage culturel du Levant au Maghreb. Et en fait, le but, c'est de dévoiler le plus possible les cultures
les cultures arabes du Levant au Maghreb sont forcément, enfin voilà, avec un collectif qui est porté plutôt par de jeunes Syriens, mais qui aujourd'hui essaye de véhiculer le plus possible cette culture du monde arabe et en fait de casser les stéréotypes qu'on a toujours de ces pays-là. D'ailleurs, pour information, je mettrai bien évidemment dans la description de l'épisode Mm, le lien vers tes réseaux sociaux ou ton site internet mm. pour celles et ceux que ça intéresse, qui se trouvent sur Lyon. Mais enfin, en plus, enfin, ce que tu es en train de créer, et encore une fois, corrige-moi si je me trompe, mais est-ce que ça ressemblerait, parce que tu regardes, nous les Français, on peut aller dans n'importe quelle grande ville, on va avoir des alliances Mm. françaises en fait, Oui. qui pareil vont mettre en avant la culture française, Mm. etc. Donc nous, on a su s'imposer partout. Est-ce que tu dirais que ce que tu essayes de créer, ça ressemble aussi à ce que l'Alliance française crée dans toutes ces villes à travers le monde? Alors, j'essaie de... En fait, on essaie aussi de rester à une échelle hyper humaine et à créer, comme je t'ai dit, un socle de ressources culturelles et en fait un socle de bienveillance, d'échange, etc. entre enfin, pour et entre cette société arabe. Et en fait, on travaille des événements qui sont à destination de tout le monde pour faire savoir, pour faire connaître ces cultures-là, mais j'ai pas envie d'institutionnaliser le collectif. Enfin, ou en tout cas pour le moment, ça deviendra peut-être un truc plus grand par la suite qu'on pourra comparer à l'Alliance française. Mais pour le moment, moi j'aime bien l'idée de se dire ben c'est un truc hyper informel, même si aujourd'hui on est association de la loi 1901, mais mais j'aime bien cette informalité en fait qui humanise le rapport déjà dans le collectif aux artistes qu'on accueille, oui, enfin, et à la communauté d'accueil, donc par extension Lyon. Dans l'objectif, oui, on essaye de construire ce socle en fait de ressources culturelles et d'échanges, de bienveillance pour la communauté arabe. Donc dans ça, ça se compare, mais sinon, voilà. J'aimerais que ça reste moins institutionnel. Ouais, je comprends parfaitement. C'est juste que ce que tu es en train de créer, je trouve que ce serait bien si on retrouve ça un peu partout, tu Oui. vois, pas seulement à Lyon, Mm, mais mm. qu'on retrouve ça dans Oui. différentes villes, mais aussi dans différents pays, Mm, parce que justement, c'est important de découvrir les différentes mm, cultures et mm. ça permet justement de véhiculer des images qui sont, j'ai envie de dire, un peu plus réelles que celles qu'on a tendance à trop souvent Mm, voir mm. à la télé et sur Ouais, les réseaux sociaux. oui. Est-ce que tu dirais que justement d'avoir créé cette association, ça t'a aidé un peu dans cette crise d'identité que tu avais? Ah, complètement, parce que déjà, moi, je suis hyper contente. Enfin, c'est abusé parce que c'est quand même un grand travail qu'on fait pour monter enfin, un grand travail organisationnel de montage enfin, d'événementiel, du coup, quelque chose dans lequel j'ai pas du tout d'expérience ni de rame. Et en fait, qui est quand même, qui nous prend pas mal de temps, mais en fait, dans lequel je m'épanouis pleinement. Et déjà, je suis hyper contente de faire ça, de le vivre moi-même, mais j'imagine aussi pour les autres. Et donc, ben oui, enfin, en fait, je me retrouve tellement là-dedans. Enfin, ça m'aide beaucoup parce que j'apprends tous les jours. J'apprends, enfin, dans le collectif, on essaie aussi d'accueillir des artistes. On leur donne la place, en fait, pour s'exprimer. On leur donne la visibilité. Et on essaie, enfin, enfin, la liberté aussi de révéler en fait une des facettes de nos cultures à chaque fois. Et donc, bah, à travers eux, j'apprends beaucoup. Enfin, j'apprends beaucoup sur la musique, sur l'art, sur la calligraphie, sur les cultures de diverses villes, etc. Sur la gastronomie. Enfin, j'ai envie. Enfin, d'abord, avant, je parlais de la bouffe syrienne, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire de la gastronomie parce que ben vraiment, j'imaginais pas que je venais d'un pays aussi riche culturellement sur tous les niveaux en fait. Et je suis de plus en plus fière et en fait d'assumer cette identité de Syrienne, voilà que j'ai tant ignorée en moi. Et du coup, ben Mhm. voilà. Voilà, donc il y a deux Yara. Oui, c'est ça. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que tous ceux qui vivent à l'étranger, on expérimente ça à un moment donné où on dit même qu'on sait plus trop où elle est notre place parce Ouais. que dans notre pays d'origine, on se sent pas vraiment à notre place, mais dans Mm. notre pays d'accueil, on se sent pas non plus. Et je pense que c'est ok d'avoir plusieurs identités et de les assumer en fait. Complètement. Complètement.
Donc, moi, j'ai jamais autant parlé français depuis que j'ai le podcast. Et je pense que c'est comme toi, tu commences quelque chose par passion. Oui. Et ça prend de l'envergure. Enfin, non, tu vois, moi non plus, je sais plus parler français. Mais ça prend de plus en plus de place dans ton quotidien. Mais c'est aussi, mais ça te fait du bien, toi aussi, dans notre chemin de vie. Donc, je trouve ça super intéressant. Ouais. Eh bien, écoute, on arrive déjà à plus de 50 minutes d'enregistrement, donc on va devoir bientôt conclure cet épisode. Est-ce qu'avant que je te pose ma petite question finale, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais ajouter, que ce soit sur ton parcours dans les différents pays ou sur ton association, ou peu importe, libre à toi de dire ce que tu as envie de dire. Ouais, déjà, suivez le collectif Choukran sur les réseaux sociaux. Voilà, gardez un œil, peut-être si vous venez de Lyon, sur nos activités, etc. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Sinon, non, j'ai juste envie de dire que quand on rentre en contact peut-être avec une personne étrangère ou qui est issue d'un parcours d'immigration, qu'on puisse être en fait, j'ai pas envie de dire qu'il faut marcher sur des œufs quand on rencontre une personne touchée par un parcours d'immigration, mais plutôt faire attention aux questions qu'on aborde, qu'on essaye de s'éloigner de ces stéréotypes, etc. Et qu'on puisse avoir la capacité d'avoir un esprit ouvert pour en apprendre plus en fait, et pour aborder la personne de la bonne manière, et de ne pas y coller non plus des stéréotypes à gauche à droite selon la provenance de la personne, tout simplement. Et c'est très bien dit. Moi, je trouve ça vraiment très bien dit. Voilà. Et écoute, ma petite question finale pour conclure l'épisode, c'est aujourd'hui, avec du recul, quelle est pour toi la plus grande leçon que tu as apprise sur toi-même? Alors, je pense que j'ai appris que j'avais une capacité folle à gérer la controverse déjà en moi-même, et que j'adore me réinventer, soit par désir du changement, par curiosité ou par l'obligation pour faire face aux défis, et que j'étais en conclusion résiliente et incassable. Enfin, j'aime pas trop me vanter, mais je trouve que ce qui me fait ma force aujourd'hui. Voilà. Mais non, mais t'as raison. C'est pas du tout. Enfin, je pense que c'est important justement de mettre en avant ton parcours, enfin tout ce que t'as vécu par tout ce que t'es passé et ce que t'as survécu. C'est un mot un peu fort, je trouve, mais c'est quand même impressionnant, et je trouve que c'est super intéressant de mettre en avant ça chez toi, et en tant que jeune femme, quoi, parce que t'es encore jeune quand même. Ouais. Oui, relativement jeune, j'ai envie de dire. Voilà. Et t'as encore plein de choses, tu vas encore vivre plein de choses, j'en suis sûre. Donc en tout cas, bravo à toi pour ton parcours. Merci beaucoup de l'avoir partagé aujourd'hui au micro de Filles Expat. Et d'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, comme vous le savez, partagez l'épisode autour de vous pour justement nous aider un peu à mettre en avant tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui, et arrêter les stéréotypes, les jugements, les généralités. Que quand on s'intéresse à une culture, il faut faire attention quand même comment on s'y intéresse, et puis faire attention aux questions qu'on pose aussi. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, et puis à aller voir ce que Yara fait avec le collectif. Et si vous êtes à Lyon, allez lui faire un bisou pour moi. Ah, trop bien. Moi, je suis un peu loin. Eh écoute, je te souhaite une belle soirée. D'ailleurs, elle a pris son samedi soir avec moi, donc un grand merci pour ton temps aujourd'hui. Et puis de toute façon, on reste en contact. Et puis bon événement au mois de février. Merci beaucoup, Kelly. Ciao, ciao. Salut.